Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du grand format de l'actualité. À la une ce soir, recrudescence de kidnapping avec assassinat dans certains quartiers sud de la capitale politique du Cameroun. De nombreux cas de disparition sont enregistrés dans les zones comme Van, réputées insécures. Le dernier en date, le corps mutilé d'une femme retrouvé au lieu-dit Barrière dans l'arrondissement de Yaoundé, 3e. À suivre aussi dans ce journal la suspension des contrôles routiers à titre conservatoire dans la commune de Douala 4e. Une décision prise après l'accident survenu à Bonabéry qui a causé la mort de 2 personnes dont une femme enceinte. Un acte qui remet au goût du jour la controverse autour des activités des agents municipaux. C'est tout pour le sommaire. Vous faites bien de vous informer sur Equinox Télévision. Merci de choisir nos antennes. Parti de Douala, sa ville de résidence, pour assister à une cérémonie funèbre à Yaoundé, Dame Désirée Djoumsi ne reviendra pas vivante auprès de sa famille. Le corps mutilé de la maman, âgée de 47 ans, a été retrouvé au lieu-dit Barrière, l'une des entrées de la capitale politique réputée insécure. Jires Yopa et Hubert Michel Kameni. Missile de Dame Désirée Martine Djoumsi à la cité belge dans l'arrondissement de Douala 3e, la douleur s'empare des proches et membres de la famille éplorés. Sa maman, fragilisée par le poids de l'âge et son état de santé précaire, est abattue. Parti de Douala le 13 juillet dernier pour une cérémonie funèbre à Yaoundé, Désirée Martine ne donnera plus signe de vie. Depuis lors, les recherches sont infructueuses. Elle m'appelle qu'elle est en van, 20h45. Après 20h45, on l'appelle, ça ne passe plus. On l'appelle maintenant, ça ne passe pas. On appelle son cousin. Tu as vu, je disais, nous, on passe une nuit. Très tôt le matin, même le deuil, je n'ai plus fait l'enterrement. Je suis monté du coup sur Yaoundé. J'arrive à Yaoundé maintenant à 20h. On cherche ma femme partout, dans le commissariat, partout. Il y a ces photos-là partout qu'on a affichées. Je suis allé à l'hôpital central, hôpital général. Tous les districts de là, nous, on a fouillé. Finalement, mes 2 enfants sont arrivés. Ils ont dit on va fonder loin à Bankoum. C'est finalement le 15 juillet, 2 jours après, que son corps mutilé est découvert dans la broussaille en Van, lieu du quartier Barrière. Quand j'ai vu les photos, j'ai d'abord voulu voir le corps personnellement. Et c'est lui qui m'a envoyé, j'ai vu le corps et j'ai dit qu'il y avait tellement d'usagers, donc était tellement décoiffé quoi. Les marques visibles sur son corps renseignent sur les sévices qu'elle a subis avant son décès. Plusieurs coups de poignard, selon le médecin légiste. Quand tu vois le corps, tu sens qu'elle a essayé de se battre, et même elle est blessée partout, percée partout. Bon. L'épreuve est certes difficile à surmonter, mais la famille émet un souhait. On met des enquêtes et on recouvre les coupables pour qu'ils ne puissent pas refaire ça à d'autres personnes. Donc pour ma maman, elle est morte. Je ne peux pas dire que ça va revenir faire revenir maman. Mais je ne veux pas juste que ça continue pour que d'autres naissances ça les arrête. La scellée a été levée sur la dépouille de Désirée et le corps remis à la famille. Elle sera inhumée le 29 juillet prochain à Bamengoun par Bafoussam. Cet assassinat s'ajoute à une série de plusieurs autres cas perpétrés dans la même zone. Le quartier Van, point de rencontre de plusieurs agences de voyage, est tristement célèbre, reconnu comme lieu où se multiplient les agressions de toutes sortes, de jour comme de nuit. Les voix se lèvent pour que les mesures urgentes soient prises par les autorités compétentes. Est-ce le retour des actes de violence dans les régions anglophones du Cameroun? L'attaque qui a causé la mort de 10 personnes le dimanche dernier à Bamenda est venue mettre fin à une relative accalmie observée dans ces parties du pays. Le climat sociopolitique est de nouveau tendu dans la région qui doit pourtant abriter les obsèques du président du SDF les semaines prochaines. Josiane Gok et Donald Brice Kamga. Les images de l'attaque de Nacho Junction tournent encore en boucle sur les réseaux sociaux. À la visite de reconfort des autorités, au miraculé de la fusillade de 10 personnes dimanche s'est ajoutée une sortie du ministère de la Défense. Le gouvernement condamne, je cite, un acte ignoble et promet une enquête avec traque des assaillants, mais insuffisant pour assurer, selon le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale.
Après, nous allons nous accuser, on va dire c'est les ambabos, on va dire que peut-être c'est le gouvernement, on va demander les enquêtes internationales qu'on demande depuis et qui n'ont même plus lieu. C'est l'occasion ici de dire que la société civile, depuis 2017, a clairement dit que cette guerre ne peut pas être réglée par, n'est-ce pas, les armes. Il y a plusieurs mois qu'une attaque de l'ampleur de Nasho Junction n'était plus survenue. Si les séparatistes reculent, le drame qui a coûté la vie à une femme enceinte aux côtés de 9 autres personnes montre qu'ils peuvent toujours saisir des occasions, aussi rares qu'elles puissent être, pour poser des actes d'éclat. Le président de l'AFP rappelle que la puissance de feu n'a pas pour vocation de régler un conflit politique. Il faut que du côté de la diplomatie et du côté de la politique, qu'on puisse aussi travailler très rapidement pour qu'on aboutisse à cette table ronde qui va définitivement mettre derrière nous ces drames que nous vivons. Le sang a coulé. 10 personnes. C'est énorme. L'assassinat de dimanche pose des interrogations sur la sécurisation d'une ville de Bamenda qui accueille dans 2 semaines les obsèques de Ni John Frundi, le président du Social Democratic Front, dont une partie de la résidence de Baba 2 a été incendiée ce même week-end, sera inhumé le 29 juillet prochain. Dans le département du Nyong-Ekeli, l'enclavement et l'exploitation du massif forestier de Mesondo préoccupent les populations ainsi que les autorités locales. Cependant, même si les activités sont abusives, elles espèrent néanmoins une sortie de l'ornière à travers un projet d'entretien lancé par la commune. Joël Niem, Kemazou Maltida et Jean-Paul Boyo. Réseau routier défaillant, transport en commun inexistant, excepté le train qui dessert les populations, problème d'adduction en eau potable et absence d'électricité, l'enclavement de la commune de Mesondo dans le département du Nyong-Ekele est un mal endémique qui préoccupe depuis des années aussi bien les habitants que l'ensemble des autorités de cet arrondissement. Nous avons un canton, celui de Yabi, qui est depuis des années, qui souffre de l'accessibilité. Autre préoccupation majeure, l'exploitation sauvage et massive du bois de la forêt de cette commune est fortement décriée par les populations agricoles car ne profitant pas au développement de cette zone. À la faveur de la session du conseil municipal de la mairie de Mesondo, consacrée essentiellement aux travaux d'entretien des routes communales et autres infrastructures, le maire de cette commune qui reconnaît un retard compte tout de même lancer le projet. L'année a commencé, c'est vrai qu'on a eu un léger retard, mais l'année a commencé et cette année va être une année charnière parce que nous sommes résolument tournés vers les projets qui impactent directement nos populations. Les réhabilitations de routes, l'eau. Les populations espèrent que ce projet d'entretien ne soit juste pas un effet d'annonce. L'autorité administrative de Douala 4e suspend à titre conservatoire les contrôles routiers dans son unité de commandement. Une décision prise après l'accident meurtrier qui a causé la mort de 2 personnes dont une femme enceinte. Si les usagers sont rappelés au sens du civisme, les acteurs politiques appellent à un réel encadrement des équipes de contrôle déployées sur le terrain. Robert Moukoubé, Jérès Yopa et Kevin Thiogo. Au lendemain du drame qui a coûté la vie à 2 personnes, dont une femme enceinte et un conducteur de moto au lieu dit Grand Hangar dans la commune de Douala 3e, les autorités administratives et municipales donnent leur version des faits. C'est qu'il s'agissait d'un contrôle de routine mené par une équipe mixte composée des représentants des syndicalistes, du personnel de la délégation départementale de transport pour le bruit, de quelques agents de la commune appuyés par les forces de maintien de l'ordre. Alors, un automobiliste qui cherchait à contourner les agents contrôleurs a violemment percuté un moto-taximan transportant une femme d'une quarantaine. Les deux se sont retrouvés malheureusement sous les roues d'une camionnette qui venait dans le sens opposé et le bilan connu était inévitable. Président de la rencontre de mise au point à la mairie de Douala 3e, le représentant du préfet du Vouré regrette l'incident malheureux et tance les usagers dont les comportements sur la voie publique ont très souvent conduit à l'irréparable. Donc nous tenons à sensibiliser les automobilistes afin que ces derniers puissent se mettre en règle
et qu'ils puissent accepter d'être contrôlés afin de régulariser leur situation. Quant aux mototaxis, nous rappelons à ces derniers qu'ils doivent éviter des dépassements. Ils doivent savoir ralentir. Nous constatons dans la ville de Douala que certains mototaxis ne respectent pas le feu. Ils ne respectent pas les passages aux croûtés. Hein? C'est cela qui peut entraîner ce genre de drame. En adressant les condoléances aux familles éprouvées, les autorités annoncent la suspension à titre conservatoire de ces contrôles à Douala 3e. Le sous-préfet, comme première mesure conservatoire, a suspendu le contrôle. Et très prochainement, le sous-préfet prendra toutes les mesures pour que ces contrôles puissent être repris dans des conditions qui permettent la fluidité de la circulation. Pour les acteurs politiques, une formation des agents de contrôle déployés sur les axes routiers de nos villes aiderait également à limiter les dégâts observés au quotidien au cours des opérations. Les maires estiment souvent, pour faire simple, qu'il faut confier cette responsabilité-là à des particuliers, sauf que eux, ils sont obligés d'utiliser des personnes non qualifiées et qui très souvent ne respectent pas un certain nombre de règles. C'est pour cela qu'il est urgent que les mairies procèdent à la formation de ce personnel-là au service de la commune et des citoyens. À Douala 3e, les tensions retombent, mais les populations gardent en mémoire les images choquantes de ce énième hécatombe sur nos routes. Le Cameroun, sur le plan économique, accuse un énorme retard, différemment aux autres pays africains comme le Nigeria ou encore la Côte d'Ivoire. Selon l'économiste camerounais Emmanuel Numbissi, un ancien de la Banque mondiale, plusieurs contingences économiques expliquent cette situation déplorable. Comment comprendre par exemple que sur 1500 milliards de francs CFA engagés par l'État du Cameroun, 1200 milliards restent encore dans les caisses de la Banque mondiale? Pour mieux comprendre, voyons tout cela dans ce reportage de Pierre Laverdu-Ombang. En mai dernier, la revue du portefeuille de la Banque mondiale révélait qu'au Cameroun, sur 1500 milliards engagés, 1200 milliards ne sont pas décaissés. Selon l'économiste camerounais, ancien de la Banque mondiale, 1200 milliards risquent d'être forclos d'ici 3 ans. Pourquoi est-ce que ces 1200 milliards sur 1500 ne sont pas décaissés? Et le taux de décaissement du portefeuille de la Banque mondiale se situe autour de 20%. L'ensemble du portefeuille, 20% de décaissement. Pourquoi chercher l'erreur? Des financements qui sont pourtant importants pour le Cameroun. L'économie camerounaise continue d'être affectée par différents chocs exogènes, notamment la persistance des crises sécuritaires dans les pays voisins, les troubles sociopolitiques dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays et la faiblesse des cours des matières premières. Le pays, sur le plan économique, accuse un retard. Ces financements sont importants, c'est d'autant que c'est des financements pratiquement à taux d'intérêt nul. Vous savez, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Des problèmes et bien d'autres qui ne permettent pas au Cameroun d'atteindre sur le plan économique les objectifs fixés en rapport d'abord au DSCE et ensuite aujourd'hui à la SND 30. Le financement de l'agriculture est un problème, le foncier rural est un problème, la transformation des produits du cru est un problème, la commercialisation, même quand vous réussissez à produire, il faut pouvoir évacuer les produits des zones de production vers les grandes zones de consommation. Et ça, malheureusement, nous n'avons pas aujourd'hui de visibilité et de lisibilité. Le Cameroun envisage devenir un pays émergent en 2035. Qu'on s'arrête et puis qu'on fasse le point. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que les objectifs contenus dans cette vision 2035 sont toujours pertinents? Donc voilà un certain nombre de choses, un certain nombre de préalables qu'il faudrait faire, autant pour la SND 30 que pour en amont la vision 2035 qui est plus globalisant et qui porte la vision du président de la République. Le Cameroun devrait ancrer sa stratégie de croissance sur autre chose que l'accumulation du capital, pense l'économiste.
La région de l'extrême nord du Cameroun, plongée dans les mois de tristesse après le décès du Lamido de Maroua, Sa Majesté Bakary Bouba Alioum a succombé à une courte maladie. Cette figure emblématique était connue pour son engagement en faveur du développement de sa communauté. Amadou Daïrou, François Dikoumé et Julienne Berthe-Bissaï. À peine l'horloge sonne 13h, l'avion transportant la dépouille du Lamido de Maroua atterrit sur le tarmac de l'aéroport de Maroua-Salak sous le regard attristé des dignitaires religieux. Les populations et les autorités administratives au rang de la foule, le préfet du Diamaré, Jean-Marc Eko-Ambarga, venus tous rendre un dernier hommage à Sa Majesté Bakary Bouba Alioum, le guide spirituel de la localité. Ici, les habitants de Maroua exhortent le Tout-Puissant de l'accueillir dans son royaume. Je garde de lui des grands souvenirs. C'est un gardien de tradition, c'est un chef spirituel, un chef religieux, digne, responsable et respecté de la communauté de Maroua. J'ai pris le grand Allah Tout-Puissant qu'il puisse accueillir son âme dans la paix et que le grand Allah puisse donner à Maroua un chef responsable, digne, religieux, qui respecte les traditions. Durant toute sa vie sur terre, raconte ses plus proches collaborateurs, et son règne de 19 ans, 9 mois et 24 jours à la tête du Lamida de Maroua. Sa Majesté Bakary Bouba Alioum a toujours travaillé pour la paix au sein de sa communauté et prôné la cohésion nationale dans notre pays. Sa Majesté le Lamido de Maroua a toujours œuvré pour le vivre ensemble. Il a œuvré pour la paix, il a œuvré pour la sécurité, il a œuvré pour la consolidation du Grand Nord, en particulier du Cameroun en général. Nous avons perdu le père de la région, le père du Grand Nord, un papa qui a toujours réuni la population autour de lui, un grand conseiller, un monsieur qui a œuvré pour le développement. Tout ce que nous avons, c'est nos prières, que Dieu l'accompagne dans son noble paradis. Porté au trône le 22 septembre 2003, le Lamido Bakary Bouba Alioum disparaît à l'âge de 65 ans. Il quitte la terre des hommes avec sur le dos un scandale d'escroquerie et d'abus de confiance, accusé par une femme de lui avoir estorqué une somme de 500 000 francs CFA contre un poste de nomination que le défunt n'avait pu honorer sa parole donnée. À l'étranger, au moins 7 personnes ont perdu la vie dans l'effondrement d'un immeuble au Caire en Égypte. Et au Gabon, la nouvelle loi électorale crée des tensions à l'approche des scrutins d'août prochain. Emos Fongo et Christine Babanda. Au moins 7 personnes ont perdu la vie dans le glissement d'un immeuble résidentiel au Caire en Égypte. Le drame serait lié à l'activité d'un résident qui avait entrepris de détruire des murs dans son appartement, aux grandes dames de ses voisins, confirment plusieurs sources. Le procureur général a ordonné l'arrestation du propriétaire de la résidence, de son entrepreneur et de l'un de ses employés. L'Égypte a récemment connu un certain nombre d'effondrements meurtriers suite à la vétusté de certaines de ses habitations et du non-respect des règles d'urbanisme. Au Kenya, le bilan de la secte évangélique du pasteur autoproclamé Paul Mackenzie continue de grimper. 3 mois après les dernières découvertes macabres, de nouveaux corps ont été retrouvés lundi 17 juillet dans la forêt kenyane de Shakahola, lieu où la secte pratiquait son jeûne extrême. Le nombre de morts qui se chiffrait à 303 est désormais porté à 403. Les autopsies pratiquées jusqu'à présent ont révélé que la plupart des victimes sont mortes de faim, vraisemblablement après avoir exécuté les recommandations de Mackenzie de jeûner jusqu'à ce que mort s'en suive pour voir Jésus. Cet ancien chauffeur de taxi reconverti est en détention depuis le 14 avril dernier pour des faits de terrorisme. À l'approche des élections au Gabon, la nouvelle loi électorale divise. Pour les scrutins présidentiels, législatifs et locaux, et vu pour le 26 août prochain, la nouvelle loi électorale n'autorise désormais que 2 représentants pour la majorité et l'opposition et un 3e pour les indépendants, indique le président du Centre gabonais des élections au cours d'une conférence de presse. Autre mesure de cette nouvelle loi,
La suppression de l'enveloppe poubelle à coller à l'enveloppe qui permet à l'électeur de mettre le bulletin de son candidat dans l'urne. Si ces mesures permettent de décomplexifier l'acte de vote et rendent fluides les opérations électorales le jour du vote, la nouvelle loi demeure tout de même sous le feu des critiques. En sport, le stade municipal de Banganté laissé à l'abandon dans le département du Ndé. Le chantier de réhabilitation avait été lancé en 2016 pour une durée de 6 mois, mais 7 ans plus tard, le nouveau stade n'est toujours pas sorti de terre, aux grandes dames des amoureux du ballon rond. État de lieu dans ce reportage de Dallas Tiana et Nana Paul Sabin. Quand le rêve d'avoir un stade moderne à Banganté se transforme en cauchemar, le rêve des supporters de la Panthère sportive du Ndé et autres amateurs de football dans le département des Trois-Lettres commence en 2015 lorsque Tombi Aroko Sidiki, alors président de la FECAFOOT, donne le coup d'envoi des travaux de réhabilitation du stade municipal de Banganté, l'invalidation de l'élection de Tombi Aroko et l'arrivée de Bombo Joya à la tête de la FECAFOOT en 2019 siffle l'arrêt des travaux et le début d'un long cauchemar. L'infrastructure s'est transformée en un véritable champ de ruines complètement abandonné aux mammifères rongeurs. Le stade c'est simple. On arrête souvent les hérissons là-bas, même les rats. Oui, il lui a mangé beaucoup de rats là-bas, beaucoup d'hérissons. On a fait le stade, c'est pour les rats, on ne sait pas. C'est pour les hérissons, on ne sait pas. Rien n'est épargné par la dégradation. Une grande partie de la clôture s'est effondrée, la tribune a perdu des sièges et l'aire des jeux est impraticable. Ainsi, les plans ambitieux pour transformer le stade municipal de Banganté dans un bref délai sont tombés à l'eau, au grand désespoir des amoureux du ballon rond. Quand on a commencé les travaux, on est venu nous donner les carrés de porte. On a fait les carrés de porte, on a livré. Les bandits sont venus tout casser. On a arrêté les travaux comme ça là. Et je ne sais pas, depuis ce temps-là, on n'a plus parlé de ça. Comme le stade municipal de Banganté qui est abandonné, je veux que par la volonté de la République du Cameroun, que ça puisse se soucier de ce qui est pour nous et que ça soit renouvelé. On a trop négligé nos stations. Le Ndé, c'est un département qu'il faut qu'on honore ça. Les démarches pour la relance des travaux sont jusqu'ici restées lettres mortes. Le marché de ce stade avait été donné par le président de la FECAFOOT, M. Tombi Aroko. Et les travaux ont commencé. Et après quelques temps, lorsqu'il y a eu des renouvellements au niveau de la Fédération camerounaise de football, M. Bomondja a pris les choses en main et il a demandé de suspendre ces chantiers. Ce stade est le même, ça s'est passé au même moment que le stade de Bafia, le stade de Bamenda. Si vous faites un tour là-bas, vous allez voir que c'est presque au même niveau, ces trois stades, et peut-être même plus. Donc nous attendons toujours que ce stade soit, les travaux se terminent dans le bon sens, parce que les populations de Banganté sont, c'est vrai, c'est un stade très populaire, et puis quand on voit l'état dans lequel il se trouve, vraiment, il fait pitié. Le ministère, la FECAFOOT, vraiment, je lance un appel à ces deux organismes pour que ce stade dont les travaux étaient déjà très avancés, que vraiment les dispositions soient prises pour que ce stade soit achevé. En attendant que le nouveau stade sorte de terre, la Panthère sportive du Ndé est devenue un SDF, entendez un sans domicile fixe, contraint d'aller recevoir entre 2015 et 2022 ses adversaires ailleurs, parfois très loin de sa base. Et la FIFA débloque plus de 3 milliards de francs CFA au profit de la FECAFOOT. L'annonce a été faite par Samuel Eto'o-Fils lors d'un point de presse donné ce jour à Yaoundé. Selon le président de la Fédération camerounaise de football, cette dotation permettra entre autres d'engager plusieurs projets. Les détails dans ce compte rendu d'Élisée Bogba et Marcelin Gansop. La FECAFOOT était jusqu'ici suspendue aux lèvres de la FIFA dans l'attente des résultats de l'audit commis sur sa gestion. Cet audit vient de s'achever sur une note positive avec l'annonce du déblocage d'une somme de 6 500 000 $ au profit de l'instance fêtière du football national. Ce matin, nous avons procédé à la signature du contrat d'objectif Forward 3.0 où la FIFA nous a donné la somme maximum de 6 500 000 $
sur une période allant de 2023 à 2026. Je sais que les audits avaient été l'objet de beaucoup de débats, mais chers frères de la presse, comme vous le constatez, la FIFA a renouvelé sa confiance en octroyant à notre maison la somme maximum qu'on pouvait attribuer à une fédération. Ce sont un peu plus de 3 milliards de francs CFA qui vont ainsi renflouer les caisses de la FECAFOOT et permettre la réalisation de certains projets qui dorment dans les tiroirs depuis quelques temps. Nous allons pouvoir construire les stades de proximité que nous avons souhaité pour accompagner aussi l'action du gouvernement camerounais pour que des jeunes Camerounais qui n'ont pas la chance peut-être de jouer à Japoma ou encore à Olembe, de jouer dans ces stades. L'autre bonne nouvelle concerne APGS Dunfou, Coton Sport de Garoua et Colombo du Dja-et-Lobo. Du fait de la sélection de certains joueurs évoluant dans ces clubs lors du récent mondial qatarien, la FIFA vient de décaisser pas moins de 401 515 $, soit environ 220 millions de francs CFA. APGS Dunfou, US $ 73 002,90. Colombe sportif de San Melima, US $ 109 504,35. Et Coton Sport de Garoua, 219 008,70. Dès le positionnement de cette somme, nous allons redistribuer cette somme selon la volonté de cette association des clubs professionnels du football camerounais. Se refusant de tout commentaire au sujet des critiques et autres accusations portées par certains de ses alliés d'hier et autres acteurs du football, Samuel Eto'o-Fils préfère s'en remettre aux satisfaits de la FIFA. Nous savons que les attentes sont énormes. Nous savons aussi que depuis bientôt 18 mois, la pression elle est énorme. Mais quand nous recevons les félicitations de la grande maison, celle de la FIFA, il est important pour nous de vous dire vraiment devant tous les Camerounais, félicitations. Des félicitations qui contrastent avec les sorties musclées de certains acteurs de notre football qui ne cessent de peindre en noir la gestion de la FECAFOOT et de son président. Malheureusement, les questions n'étant pas permises dans la formule choisie, aucun journaliste n'a pu tirer les verres du nez à Samuel Eto'o-Fils. En public reportage dans ce journal, il s'agit de la CCA Bank qui a procédé à l'inauguration de sa 13e agence à Yaoundé au quartier Ekié, c'est dans le 4e arrondissement de la capitale. Pour la CCA Bank, il s'agit de se rapprocher de sa clientèle en lui offrant un service de qualité. Reportage. Et de 13 pour la CCA Bank dans la ville de Yaoundé. En effet, cet établissement bancaire à la réputation bien établie vient d'ouvrir une nouvelle agence au quartier Ekié dans l'arrondissement de Yaoundé 4. La cérémonie d'inauguration de cette nouvelle agence de la CCA Bank, présidée par le préfet du Fundi, vient de se dérouler dans la capitale. Ça va en droite ligne avec notre vision qui est d'investir pour notre relation client pour une croissance inclusive et pérenne. Nous sommes satisfaits. Nos populations ne pourront plus aller jusqu'au centre-ville pour leurs opérations bancaires. Elles peuvent ouvrir des comptes. Cette initiative de la CCA Bank est la bienvenue parce que nous sommes à la 13e agence dans le département du Fundi. L'objectif clairement affiché par la CCA Bank est de donner satisfaction à sa clientèle, une approche saluée par le préfet du Fundi. Le premier challenge, c'est s'atteler à servir convenablement notre clientèle. Toutes les banques ont différents types de produits et les produits se ressemblent. Mais la qualité de service reste l'outil indispensable pour garder ses clients. Et la CCA est tournée vers la qualité de service. Cette banque prend en compte pas seulement les riches, mais les citoyens de toutes catégories. Qu'on fasse des petits métiers, on peut être moto-taximan, on peut être bayamsela, donc on peut ouvrir son compte ici. Et également, même les fonctionnaires qui habitent le coin pourront avoir des comptes. Dans ce registre de la satisfaction vis-à-vis de la CCA Bank, autant la mairie de Yaoundé 4 que la clientèle sont sur la même longueur d'onde. C'est une structure citoyenne, une banque camerounaise.
Et de surcroît, elle se rapproche des populations. Ce n'est plus seulement la clientèle de proximité, mais c'est la banque à proximité. Le banquier se rapproche des populations pour améliorer ses conditions de vie. À travers un étudiant que j'ai formé, il m'a conseillé CCA Bank. Je suis arrivé, vraiment j'étais émerveillé par le service d'accueil et le personnel de la CCA Bank. J'ai pu créer mon compte ici, j'ai fait mes opérations normalement, j'ai domicilié tous les comptes de mes employés ici et même mes étudiants, tous payent leur scolarité ici à CCA Bank. Pour ne pas s'arrêter en si bon chemin, la CCA Bank, à l'appel du préfet du Mfundi, à poursuivre ce déploiement, a répondu positivement. La CCA est une banque du peuple, que ce soit des très grandes entreprises, que ce soit des petites et moyennes entreprises, que ce soit des projets publics et étatiques, que ce soit des individus. Nous sommes ouverts à toutes les populations et nous avons la capacité de les traiter avec soin. Plus que jamais, la CCA Bank se tient partout aux côtés de sa clientèle dans la capitale, Yaoundé. Voilà qui met un terme à ce grand format de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez la deuxième partie d'Equinox ce soir avec Guy Zogo depuis Yaoundé. Quant à moi, je vous dis demain lorsqu'il sera 20h. Rebonsoir.